De Zotis. C'est le fils de M. Renzo de Zotis, c'est Enrico de Zotis, qui, pendant la pandémie, vous savez que moi j'aime mes conférenciers qui ont tenu des conférences pendant la pandémie, n'est-ce pas? Alors, Enrico avait accepté de tenir une conférence, elle est sur Zoom, hein. Je vais vous l'envoyer à un certain moment, le lien où vous pouvez voir toutes les conférences que nous avons tenues en ligne pendant la pandémie. Et Enrico avait tenu sa conférence, et l'année suivante aussi. Mais en 2021, il a quitté l'Italie pour rejoindre la France. Et maintenant, il est revenu au bercail, comme on dit en français. Alors, la présentation. Enrico, il est responsable RH avec plus de 10 ans d'expérience dans la gestion des ressources humaines et les coûts du personnel dans une entreprise. Il a obtenu une licence en droit à Padoue et un master en économie à Rome. Ensuite, il est revenu vivre à Treviso, comme je vous l'avais dit, après quelques années passées à Lyon. C'est pour ça que nous avons les Italiens à Lyon. Pendant son temps libre, il s'intéresse de musique. Il a collaboré comme compositeur pour différentes compagnies de théâtre. Il a créé des musiques de scène et il s'intéresse également d'économie, de montagne, de lecture. Et ses genres préférés, c'est l'histoire et les romans. L'histoire, parce que si vous vous en souvenez, peut-être que Mme Tetz, il y a quelqu'un qui avait assisté à la conférence de décembre 2021, c'était une conférence d'histoire. Monsieur De Zotis, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? OK. Alors, si Paris est la capitale de la France, Lyon est la capitale de la Provence. Albert Thibaudet, début du XXe siècle. Donc, je m'appelle Enrico, je suis italien, mais j'ai vécu les dernières années en France, à Lyon. J'ai rentré en décembre 2025. Et merci à l'Alliance française pour m'avoir proposé de vous parler un petit peu de Lyon et de l'histoire de Lyon, surtout si on va considérer les rôles des Italiens dans l'histoire de Lyon. Donc, Lyon est la capitale de la Provence. Ça, c'est Albert Thibaudet. Lyon, en fait, c'est la deuxième ville de France. Et on va parler un petit peu de Lyon et de sa géographie avant de parler des Italiens, parce qu'il faut comprendre la ville avant de comprendre sa histoire. Alors, Lyon, c'est où? Là, à 800 km entre Lyon. On peut arriver là-bas en train, si vous êtes intéressé. Et c'est une ville vraiment, vraiment proche des Alpes. Proche aux Alpes, et en fait, c'est plus ou moins de la même région des Alpes d'Europe. On peut dire que Lyon, pareil, Milan, pareil, Bolzano, Innsbruck, c'est plus ou moins la même région d'Europe dans les Alpes. Et en fait, on va voir qu'il y a pas mal de points en commun entre les différentes villes et diverses cités de la région des Alpes. Donc, Lyon est célèbre pourquoi? Il y a plusieurs choses qu'on peut dire de Lyon. Lyon, il y a des fleuves, le Rhône et la Saône qui arrive du nord et de presque Paris. Les Rhônes qui arrivent de l'est, qui arrivent de la Suisse. Et après, il y a le confluence des fleuves, des grands fleuves qui arrivent jusqu'à Marseille. Donc, Lyon, c'est une ville vraiment, vraiment avec pas mal de trafic sur la terre. Et ça, c'est vraiment part de sa histoire. Il y a pas mal de collines. Lyon est célèbre pourquoi? Surtout parce qu'il y a deux collines. La colline Fourvière et la colline de la Croix-Rousse. Ils sont appelés Fourvière, la colline qui brille, et Croix-Rousse, la colline qui travaille. Pourquoi? Fourvière, il y a pas mal des églises, des cimetières. À l'autre côté, Croix-Rousse, il y a des boutiques, il y a des magasins, des artisans surtout. Il y a quoi encore à Lyon? Il y a
Je n'ai pas compté, mais il y a pas mal d'églises. Et on va voir qu'il y a des églises très importantes aussi à Lyon, Saint-Georges, Saint-Jean. Et après, il y a aussi des choses un petit peu plus spécifiques, comme les traboules. Les traboules sont, comment dire, des petits tunnels, les piccole galleries entre les bâtiments, entre les édifices. Et ça, c'est vraiment un élément très typique et très ancien de Lyon, en fait. Si on va à lire euh, l'histoire de Lyon dans le 11e, 12e siècle, on va déjà trouver des histoires de traboules. Pourquoi? Parce que la ville est grandie d'une façon un petit peu irrégulière, on peut dire. Et donc, c'était nécessaire de créer des connexions, connecter les routes, les strades. Et donc, ça, c'est un élément typique de Lyon, les traboules, c'est-à-dire de petits tunnels entre les bâtiments. Et aussi, il y a les parcs de la Tête d'Or, et c'est, je pense, entre les 3 parcs plus grands de France. C'est un endroit incroyable. Si vous avez l'opportunité, je vous conseille de visiter parce que c'est comme un petit monde entre les villes. Il y a tout. Il y a aussi un lac dans les parcs. C'est incroyable. Eh bien, ça, c'est la ville de Lyon. Après, il faut parler un petit peu de cette histoire pour comprendre pourquoi les Italiens ont eu un rôle si important dans l'histoire de Lyon. Donc, souvent, quand on parle surtout de l'ouest de l'Europe, quand on commence à parler de l'histoire de quelle ville, de quel pays, on commence à parler de l'Empire des Romains, l'Empire romain. Est-ce qu'on va commencer avec ça? Non. On va commencer à la guerre. Si vous vous souvenez, j'ai dit qu'il y avait une sorte de culture plus ou moins connectée entre les Alpes, une culture unificata nelle Alpi. Et en fait, si on va avoir les noms, on trouve que Lyon et Belluno, à l'origine, ils avaient plus ou moins les mêmes noms. C'est-à-dire quoi? Lug, Dunum, Bel, Dunum. Avant de l'Empire de Rome, il y avait les Gallois, les Galli, Astérix. Et donc, on a trouvé que la même civilisation était à Lyon, était en Autriche, Innsbruck, et aussi à Belluno. Et en fait, on commence avec les noms, pourquoi? Parce que c'est très important. Lug, Dunum, la ville du dieu Lug, la città del dio Lug. Belluno, la ville jolie, la belle città. Et donc, il y avait déjà une sorte de connexion avant que les Romains ont commencé à s'intéresser à la région. Après, comme on a dit, Rome arrive dans la région et commence à coloniser, construire, à organiser. Les Romains, c'est comme ça toujours. Et donc, c'est toujours un petit peu compliqué de créer un lien direct entre l'Empire de Rome et l'Italie d'aujourd'hui. Mais dans quelle façon, plus ou moins, on peut dire que les premières Italiennes à Lyon, c'était les Romains. Et en fait, Lyon a eu un rôle très important, un rôle importantissime dans l'histoire de l'Empire de Rome. En fait, Lyon était appelée la capitale des trois Galles, la capitale des Galles, dans quelle façon? Parce qu'en fait, c'était dans comment dire, dans un endroit géographique très important. Parce que c'était au centre, entre la France, si on prend les pays d'aujourd'hui, entre la France, la Suisse et l'Italie. Il y avait le fleuve pour l'économie, c'était très important, c'est très important aujourd'hui aussi. Et donc, c'est pour ça que les Romains ont commencé à construire une sorte de capitale de l'ouest de l'Empire, une capitale de l'Impero de l'Ovest, à Lyon. Et en fait, c'est pas juste ça. Euh, on a, on a trouvé que 2 empereurs, Claudien et Caracalla,
vous les jours sono nati à Lyon. Et en fait, à Lyon, il y a comment dire, un murales dans le centre de la ville avec, c'est sur la façade d'un bâtiment, c'est très grand, on parle de 20-25 mètres. Et ils ont créé une murales avec tous les personnages plus importants de l'histoire de Lyon entre les siècles. Et les premières, c'est l'impératrice Claudia. C'est pas juste ça, parce que les Romains, ils ont aussi grandi la ville, ils ont créé des centres de culture dans la ville. Ça, c'est le théâtre. Moi, j'étais là en novembre, je pense, la dernière fois. Et à ce côté, vous pouvez voir les théâtres, parce que ça, c'est sur la colline des Fourviers. Il y a la cathédrale, et après, il y a le reste de la ville, comme ça. Il faut dire, c'est vraiment bien gardé, c'est bien. Oui, c'est très important pour la ville de préserver ses origines. En fait, il y a un musée aussi sur les origines, l'origine gallo-romane, les origines gallois-romanes de la ville. Et ça, c'est vrai aussi pour la dernière époque de l'Empire de Rome, quand on arrive à voir le christianisme qui arrive en France entre guillemets. Il y a par exemple deux saints importants, Saint Blandine et Saint Potin, qui sont de Lyon. Et il y a aussi un père de l'Église, un padre de la Chiesa, Irénée. Et si vous avez jamais étudié quelque chose sur l'histoire de l'Église ou sur l'histoire des origines de la philosophie de l'Église, souvent vous pouvez trouver le nom d'Irénée. Eh bien, un autre lyonnais, Irénée aussi. Et en fait, on peut trouver ça toujours aujourd'hui aussi parce qu'il y a pas mal d'églises qui toujours célèbrent les origines du christianisme qui a vraiment vu ces premiers jours dans le sud-est de la France et donc à Lyon aussi. Après, malheureusement, on arrive à la fin de l'Empire de Rome, on arrive à voir la guerre civile dans l'Empire. Et donc, Lyon, plus ou moins comme le reste de la France, commence à être, à un moment donné, les Romains commencent à quitter la France. J'utilise France, mais vous avez compris que c'était encore la Gallie, mais on peut l'appeler la France. Et donc, on commence à entrer dans la moyenne ère, la moyenne âge, le médiéval. Mais en fait, c'est dans la moyenne âge, le médiéval, où on commence vraiment à trouver des Italiens dans la vie de Lyon. Donc, c'est quoi la situation de Lyon dans le Moyen Âge? Lyon, on a vu sur la carte, c'est plus ou moins entre les royaumes de France, tra il Regno di Francia et le Sacro Romain Impero, entre le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Et donc, il y a pas mal de guerres pour en fait, absorber Lyon entre soit le royaume de France, soit l'Empire. Et donc, ça ne va pas trop à aider l'évolution de la ville. Mais quand on arrive au 15e siècle, 1400, donc on commence à voir les premières lumières de Renaissance, de Rinascimento. On commence aussi à voir les premiers Italiens qui commencent vraiment à arriver, pas pour conquistare, non pour conquistare, mais cette fois pour quelque chose un petit peu plus sophistiqué. Et les premiers Italiens qui arrivent à Lyon, à votre avis, ils arrivent pour quelle raison? Pour ouvrir des pizzeries? Non, pas encore. Ils portent l'argent. Les banquiers et les financiers de Florence, de Venise, durant aussi un petit peu, ils commencent à arriver à Lyon. Pourquoi Lyon? Il y avait Grenoble, il y avait Nice, il y avait Marseille. Pourquoi Lyon? Parce que comme on a dit, la géographie, c'est toujours important.
Et la géographie de Lyon était et c'est toujours très important pour les commerces. Et donc, les banquiers qui ont besoin de comprendre où aller faire des investissements, dove andare a fare degli investimenti, les banquiers d'Italie, Florence, Venise, ont compris que Lyon, c'était la destination parfaite. Et ils ont bien pensé. Parce qu'en fait, les banquiers, ils commencent à s'installer à Lyon et ils commencent à faire du business, on peut dire aujourd'hui, et Lyon devient très, très rapidement la première place bancaire d'Occident. Dans l'Ouest d'Europe, in Europa occidentale, la première place bancaire, la piazza bancaria, piazza finanziaria, c'est Lyon. Et ça, c'est par conséquence des Italiens. Et donc, on commence déjà à donner notre contribution, on peut dire. Après, il n'y a pas juste l'argent, parce que les Italiens sont célèbres oui, pour l'argent, mais les commerces de luxe. Aujourd'hui, on a la mode de Milano. Mais la mode de Milano, ce n'est pas une invention du XXe siècle. Hein, parce qu'il y avait déjà, dans le XVIe siècle, les commerces de la soie, de la seta. Et trouver de la soie en France, dans le XVIe siècle, ce n'est pas hyper facile. Et donc, on va trouver euh, les Italiens qui commencent à vraiment dominer le commerce et commencent à porter la manufacture aussi, commence à se développer, commence à penser ça. Et, et on commence à avoir une sorte de district industriel, on peut dire aujourd'hui en italien. Pourquoi? Parce que le commerce va apporter l'argent. L'argent a besoin d'être investi. Et donc, l'investissement va créer des usines, dans quelque façon, les premières fabriques des usines. Et on commence à voir un premier district industriel. Et on est encore dans le 1500, quindi donc c'est pas exactement l'âge de l'industrie moderne, mais quand même. Après ça, et ça c'est facile à comprendre, après ça, quand les Italiens ont établi un rôle important dans la vie de la ville, on commence aussi à voir quoi? Avoir l'art et la culture, l'art et la culture italienne qui commence à arriver dans la ville de Lyon et après dans le reste de France. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, et ça, c'est toujours la même histoire. Les artistes, les intellectuels d'Italie ont besoin de quoi pour épanouir, pour développer l'art, l'argent. C'est toujours l'argent. Et donc, les artistes, ils commencent à suivre l'argent, pas seulement les artistes, mais aussi les artistes, et ils arrivent à Lyon. Et Lyon, en fait, c'est pour ça que c'est souvent appelé la ville de France la plus italienne. Parce que si vous allez voir l'architecture, la culture aussi, un petit peu aussi la forma mentis, comment dire, la façon de faire face à la vie, donc, on peut dire, c'est pas trop difficile pour des Italiens de s'adapter. Lyon, c'est pas Lyon. Lyon, c'est pas Paris. Lyon, c'est pas Bordeaux. Lyon, c'est Lyon. Et si vous êtes italien, Lyon, c'est facile à comprendre, dans ma expérience. Tout ça par conséquence de les banquiers, les, les commerces et les artistes qui ont, dans plus ou moins 2 siècles, apporté des contributions italiennes dans la ville de Lyon. Et donc, dans quelque façon, les Italiens à Lyon ont aussi contribué à à être des catalyseurs, pardon, de la culture de France. Parce que la France, après, a eu l'opportunité de développer sa culture, aussi avec une contribution d'Italie très importante. C'est pas toujours bien reconnu, mais c'est très important, la contribution de la culture d'Italie. Non lo riconoscono spesso, ma è vero. Eh bien,
on va un petit peu, on va un petit peu vite sur ça parce qu'après, on va voir l'histoire de trois Italiens très importants dans la vie de Lyon. Pourquoi encore Lyon et les Italiens et Lyon ont une histoire très liée? Eh bien, on arrive après dopo il Medioevo, on arrive à 1802, 1802. Il y a un garçon qui s'appelle Napoléon, qui est, entre parenthèses, italien, ses parents, parce que ses parents, ils étaient italiens, en parenthèse. Napoléon est en train de prendre le pouvoir en France. Son plan est de créer de nouveaux royaumes en Europe qu'il peut contrôler. Ça, c'est vrai aussi pour le nord d'Italie. Vuole creare dei piccoli reami controllabili e questo vale anche per la nostra regione del nord Italia. C'est dans ce contexte qu'on commence à parler de la Repubblica Cisalpina, 1802. Et donc, pourquoi il y a un lien entre Lyon, perché c'è un legame tra Lione, entre Lyon et la République cisalpine? Pour une raison très importante. Parce que Napoléon va choisir Lyon comme ville où 440 intellectuels italiens, complètement italiens, vont se réunir pour établir la République cisalpine. Donc, Lione come base intellettuale e politica per questa Repubblica. Il y a juste une condition. Il faut dire Napoléon comme chef de la République. Tout le reste, c'est libre scelta, mais il faut avoir Napoléon comme chef de la République. Et donc, on peut dire dans quelque façon que l'épisode de la République cisalpine, la consulta qui a créé après la République, basée à Lyon, est une sorte d'apogée au climax de l'expérience italienne à Lyon avant de l'âge moderne. Après, si on va voir ce qui est passé dans l'âge moderne, donc on va sauter au XXe siècle. Le XXe siècle, on trouve que les Italiens, après, comment dire, les tremblements de terre, dopo i terremoti del 1800, après les tremblements de terre du XIXe siècle, tremblements de terre d'Europe, pas seulement de la France ou d'Italie, les Italiens recommencent à avoir un rôle dans la vie de France et dans la vie de Lyon, plus spécifiquement. Pourquoi? Eh bien, au début du siècle, la France commence à s'industrialiser, comincia a industrializzarsi. Et donc, il faut avoir des ouvriers, servono gli operai. Et on commence à voir la première vague, la prima ondata d'immigration d'Italie. Maintenant, on parle des ouvriers, donc on parle des rôles qui ne sont pas trop importants dans la société. On ne parle pas des politiciens, des intellectuels comme dans les siècles passés, on parle des operai et manodopera specializzata. Mais c'est comment dire, un deuxième début pour les Italiens pour créer une sorte de petite vie italienne dans les pays de France. Pendant la guerre, Lyon va accueillir pas mal d'Italiens qui ont choisi de quitter l'Italie de Mussolini, quindi rifugiati politici. Grenoble aussi. Hein. Grenoble n'est pas loin de Lyon. Grenoble, c'est à une heure de train ou de voiture vers les Alpes. À Grenoble, il y a aussi une plaque, une targa, pour célébrer et commémorer les Italiens qui ont choisi de rejoindre la résistance de France. Les Italiens qui se sont unis à la résistance française. À Grenoble. Mais à Lyon aussi, les Italiens
ont recommencé à créer une sorte de communauté dans le XXe siècle, surtout après la guerre. Et après la guerre, les Italiens commencent vraiment à entrer dans la vie, aussi la vie publique de la ville. Parce que au début du XXe siècle, l'inizio del XX secolo, on a parlé surtout des ouvriers, des artisans, quindi operai, artigiani, una lavoro specializzata. Dans la deuxième moitié du siècle, quindi la seconda metà del secolo, les Italiens commencent à avoir des rôles plus importants. C'est pas juste dans les usines, mais on commence à voir des Italiens qui sont responsables du commerce et responsables aussi de la vie politique municipale. En fait, à un moment donné, on peut dire entre les années 60, 70, les années 60, 70, à Lyon, seulement à Lyon, on a plus ou moins 15% de la popolation qui est italienne. Première ou deuxième génération. Quindi 15% sono italiani, prima o seconda generazione, anni 60-70. Et donc, on arrive aujourd'hui, moi j'ai travaillé à Lyon, je pense que dans chaque endroit, dans mon bureau, dans l'église où j'étais, avec des amis, il y avait toujours quelqu'un qui était italien, ou avec des parents italiens, ou avec des grands-parents italiens. Italiani o con genitori o con nonni italiani. Et comment dire, la contribution d'Italie est toujours bien ressentie. Et en fait, il faut dire que la ville de Lyon, peut-être on ne peut pas dire trop que Lyon est une ville internationale. Ça, c'est peut-être un petit peu trop. C'est grand, c'est une grande ville. C'est pas Paris. Mais c'est, bien sûr, c'est une ville qui est toujours prête à accueillir les Italiens. Une città qui est sempre aperta agli italiani. Parce que les Italiens ont vraiment travaillé beaucoup pour construire une réputation qui est toujours vivante. Après avoir dit ça, alors, bien sûr, si vous avez des questions, je ne vous ignore pas, mais peut-être qu'on peut faire après, si vous êtes d'accord. On va voir l'histoire des trois Italiens qui ont marqué un petit peu l'histoire de Lyon et l'histoire de la France aussi. On commence avec Sebastiano Serlio, qui, entre la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, arrive à créer une révolution dans l'architecture. Il est architecte de Bologne, architecte de Bologne. Comme on l'a dit avant, pourquoi il va en France? Il va en France pourquoi? Pour faire les projets Erasmus de l'université? Non, pas trop. Il va en France pour travail. Il va en France pour travail et pour une autre raison très intéressante. On est à la fin del 400. On commence à avoir un élément de la société qui est très important, l'imprimerie, la stampa. Et qui a porté l'imprimerie à Lyon? Les Italiens. Les Italiens ont apporté les idées, la créativité, ont trouvé l'argent à Lyon. Et Lyon est devenu aussi un centre d'imprimerie, un centre di stampa, très important. Et donc, si tu veux, comment dire, créer ta réputation d'intellectuel, tu veux publier, tu veux être élu dans les universités, dans les écoles, il faut publier. Aujourd'hui, c'est pareil, hein, c'est pas changé. C'est ce qu'on dit. Il faut publier et il faut, si tu es architecte, il faut trouver un endroit où tes idées, ta créativité peut être valorisée, peut être réalisée aussi. Eh bien, Sebastiano Serlio, il est invité par les rois François Ier, Re Francesco I, pour travailler comme architecte en France. Avant de rejoindre le roi, Sébastien Serlio, il passe quelques années à Lyon pour écrire, pour être imprimé, per pubblicare.
Et aussi pour perfectionner sa idée, il est surtout en fait célèbre pour la Serliana. Lo Serlio inventa la Serliana, c'est-à-dire c'est un fenêtre avec un arche, vous pouvez voir. Et à les deux côtés, ai due lati, il y a des fenêtres plus petites. L'invention de Serlio, la Serliana, va avoir pas mal de succès dans les continents d'Europe. On peut trouver des constructions comme ça en France. Ça, c'est pas Bruxelles, par exemple. Je n'ai pas trouvé un bon exemple à Lyon. Ça, c'est pas Bruxelles. Mais à Lyon aussi, on peut en trouver un petit peu. Tout ça, pourquoi? Parce qu'à Lyon, il a trouvé l'argent et il a trouvé aussi, comment dire, l'intérêt pour ses idées. Il n'a pas trop construit à Lyon, mais il a, comment dire, influencé l'élite culturelle de la ville et il a marqué l'architecture. Plus ou moins dans la même année, on trouve Thomas de Gadagne. Tommaso Guadagni. On a dit quoi? On a dit que les Italiens ont apporté l'art, ont apporté l'architecture et l'argent. Tommaso Guadagni, il est banquier de Florence. Banquier de Florence, famiglia Guadagni importantissima, un nome a caso. Et comme toujours, les banques ont besoin de trouver des endroits, hanno bisogno di trovare dei luoghi où il y avait des investissements, dove investire, fare degli investimenti. Et Lyon était déjà un endroit très intéressant pour les banques et pour l'argent. Et donc, Tommaso Guadagni, il quitte Florence, lâche Firenze et la Toscane, et il arrive en France, il arrive à Lyon. Il devient si important qu'il devient le banquier des rois François Ier et Henri II. Quindi due re di Francia hanno avuto come principale finanziatore il signore fiorentino qui sopra. Et après, il commence aussi à avoir un rôle dans la République de Lyon. Il devient consul de Lyon, c'est-à-dire il devient un membre plus ou moins de l'administration publique de la ville. Et Tommaso Guadagni, il est très important. Pourquoi? Parce que c'est merci à des mecs comme Tommaso Guadagni que Sébastien Serlio et les autres intellectuels ont reçu l'argent et ont eu l'opportunité de développer l'art, la créativité et la culture. En fait, Tommaso Guadagni, il était aussi, era anche mécénate, d'une certaine façon, on peut dire. Il a donné pas mal d'argent pour promouvoir des événements aussi, mais pas seulement des événements, aussi la vie artistique de la ville en général. Et aujourd'hui, on trouve toujours ça. Ça, c'est Palace Guadagni, Palazzo Guadagni, où on peut trouver un musée d'art moderne. Ça, c'est vraiment au cœur de Lyon, parce qu'on trouve ça dans l'arrondissement, le quartier de Vieux-Lyon, c'est-à-dire les 5e. Si vous avez jamais visité Lyon, si vous avez l'intention de visiter Lyon, il faut visiter Vieux-Lyon, absolument. Et dans Vieux-Lyon, vous pouvez trouver aussi Palazzo Guadagni. Et donc, on a vu l'art avec Sebastiano Serlio, la culture aussi avec Sebastiano Serlio, l'argent et l'économie avec Tommaso Guadagni. Qu'est-ce qui se manque? La politique. Mais on a donné notre contribution à Lyon et la France aussi dans les royaumes de la politique. Et j'utilise pas les mots royaume juste parce que je l'aime bien, parce qu'en fait, on arrive à la fin du XVI siècle, fine del 1500, les rois de France ont besoin de trouver une femme
une femme. Il a un débat très vivant sur qui choisir. Et après, il a choisi Marie de Médicis, Maria de Medici. Encore une fois, Florence et Toscane. Maria de Medici, elle est, comme vous pouvez comprendre, membre de la famille Medici, famille très importante en Italie. Elle est choisie et elle est apportée à Lyon dans l'an 1600, l'an 1600. Elle arrive, elle a 25 ans. Elle est célébrée déjà comme une reine. Elle est mariée avec le roi de France dans la cathédrale Saint-Jean. C'est très important parce que la cathédrale Saint-Jean, c'est entre les églises les plus anciennes d'Europe. Et moi, j'ai visité Saint-Jean plusieurs fois. On trouve les fondamenta, les premiers fondamenta sont du deuxième, troisième siècle, secondo, terzo siècle. Donc, c'est vraiment le cœur du christianisme d'Europe. Dans le cœur du christianisme d'Europe, le roi de France va se marier avec une femme italienne. Et ça, c'est vraiment dans l'époque, comment dire, l'époque plus ancienne, c'est vraiment l'apogée de l'influence italienne dans la vie de France. Pourquoi? Parce que Maria de Medici, après la mort de son mari, elle devient régente, c'est-à-dire regina reggente, parce que son fils, Louis XIII, il est trop jeune. Et donc, on arrive à voir une princesse italienne qui devient chef de France. En fait, elle devient grand-mère d'un roi hyper bien connu, diventa la nonna di un re molto molto conosciuto, Louis XIV. Et à Place Bellecour, à Lyon, c'est la place la plus grande de Lyon, il y a un monument dédié à Louis XIV. Pourquoi? Parce qu'il y a ce lien avec Lyon, parce que sa grand-mère et son grand-père, ils se sont mariés à Lyon. Et Lyon, pendant l'âge de Louis XIV, était vraiment la capitale ou la deuxième capitale de France. Donc, on a vu comme dans le siècle 1400, 1500, 1600, les Italiens, hommes et femmes, ont joué un rôle plus et plus important dans la vie de la France et surtout de Lyon. C'est pourquoi Lyon spécifiquement? C'est la géographie? Oui, mais pas seulement la géographie. Parce que Lyon, par je pense que cette histoire a eu toujours l'habilité, on peut dire, d'absorber plusieurs influences, plusieurs cultures, de les mélanger un petit peu. En fait, à Lyon, par exemple, aujourd'hui, il y a toujours une communauté juive très importante, il y a une communauté islamique très importante, il y a une communauté chrétienne protestante très importante. Lyon a toujours eu l'habilité de absorber et mélanger des influences différentes. Et les Italiens sont entre les influences les plus importantes de la ville de Lyon. En fait, si vous allez regarder la liste des maires, la liste des sindaci, dans les dernières 50, 60 ans, les maires et comment dire, les personnages publics plus importants, les sindaci et les personnages publics, vous allez trouver vraiment beaucoup de noms italiens. C'est très facile. Et souvent, si ce n'est pas un nom italien, c'est facile de comprendre que c'est un nom qui était italien, qui a été francesizzato. C'est ça, c'est très facile. Et donc, on arrive pour ça à dire que Lyon est une sorte de petite Italie. C'est très similaire à Turin. Si vous avez vu Turin, Lyon est vraiment très similaire. Un petit peu plus grande, un petit peu moins polluée, mais inquinata, il faut dire. À mon avis, si vous êtes italien et vous avez jamais visité la France, ou vous êtes intéressé à
Méditerranée, un endroit de France qui n'est pas toujours trop bien connu, quindi una zona di Francia che non è sempre la più conosciuta. À mon avis, il faut commencer avec Lyon. Il faut commencer avec Lyon parce que Lyon va vous accueillir. Moi, j'ai passé plusieurs années à Lyon. Je suis italien, mais j'ai jamais eu de problème à m'adapter. Lyon a la capacité incroyable, je veux dire, de d'accueillir des étrangers, surtout des Italiens, il faut, il faut dire. Et après, si vous avez nostalgie, il y a pas mal de pizzerie aussi, ci sono anche tante pizzerie italiane. Et donc, merci pour m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, bien sûr. Domanda anche in italiano, questione in italiano sì, no? Parlo italiano, più o meno. Est-ce que vous avez jamais visité Lyon? Chi ha visitato Lione? Prego. Sì. Dei tre quartieri, Mm. ci dice qualcosa della quarta, della Lione operaia, delle lotte sociali, cioè, del progetto delle classi lavorative. In Volentieri. particolare, Certo, grazie. le chiese, o i corridoi, qualcosa che dica Molto la vita volentieri. sociale. Molto volentieri, grazie anche della domanda. Allora, la domanda la ripeto solo per chiarezza. La domanda è come si può un po' raccontare e riassumere la vita anche della parte più meno celebrata della popolazione di Lione, ma comunque importante, come ad esempio la parte operaia o artigiana, a seconda poi del periodo storico. Dunque, Lione è divisa in 9 arrondissement. 9. Questo dal punto di vista amministrativo. Poi, se uno guarda dal punto di vista culturale, le divisioni sono diverse, sono di altro tipo. Ad esempio, la penisola tra i due fiumi, la Presqu'île, comprende 3 arrondissement, però tendenzialmente la si considera come una cosa unica, quindi da questo punto di vista dipende come la si vuole considerare. Riguardo a che ruolo hanno avuto le classi, come dire, meno celebrate nella storia di Lione. Dicevo prima, forse trovo la foto, ecco, questa collina, la collina della Croix, che per tornare sulla mappa è quella in alto lì, è una collina veramente molto alta, perché veramente da lì sopra vedete, non dico Marsiglia, ma è veramente molto alta. Quella collina è molto molto antica nella storia di Lione e non si chiama a caso la collina che lavora, la collina Kitakawai, perché lì è dove, per motivi pratici, cioè l'acqua dei fiumi, e per motivi anche di sicurezza, perché era più riparata, è dove le primissime botteghe hanno cominciato a essere costruite. All'inizio erano magazzini di cibo, poi sono diventate botteghe di lavorazione di manufatti, poi sono diventate botteghe artigiane. Oggi, 2026, in quella zona si trovano tutti i tipi di bar possibile e ristoranti, ma non è una battuta del tutto, perché là sopra questa vita di botteghe ha portato a una vivacità culturale molto forte, perché non sono botteghe, come dire, monodirezionali, fanno le cose più diverse. Sono botteghe di oggetti per la casa, botteghe di mobili, botteghe artigiane che fanno giocattoli. Questo ha portato in quella zona una vita culturale che è molto viva e per questo poi si sono create anche diverse attività legate più alla ristorazione. Quindi tendenzialmente se si cercano degli artisti, si va da quelle parti, è molto facile trovarli, anzi artisti di vari tipi. Siccome è una collina ci sono moltissime scale, quindi se volete
camminare, far fatica, andate a Croix-Rousse. Vi assicuro, fate fame. Molte di queste scalinate, che parliamo di centinaia di gradini a volte per andare da un livello all'altro nel quartiere, sono state dipinte dagli artisti del quartiere e sono praticamente dei quadri lunghi decine di metri che da vicino neanche riesci a vederli perché sono troppo grandi, devi andare 20 metri indietro e guardare l'intera cosa. Quindi ecco, per rispondere alla sua domanda, di cui la ringrazio ancora, certamente c'è stata una vita culturale, economica, politica importante che quindi ha attraversato i secoli, ma sicuramente c'è tuttora una parte della vita culturale di Lione, magari che è un po' più sotto i radar, ma è certamente molto importante, cosa che peraltro è vera anche oggi perché Lione ha 3 università pubbliche e penso altrettante private. Quindi c'è una popolazione giovane, che peraltro viene anche da fuori, molto importante, e questo ha comportato che la vita culturale, ripeto, anche a livelli magari più inferiori, sia stata mantenuta molto viva. Le zone, ve le dico molto in breve. Il centro, la penisola, scusate, la Presqu'île, è la zona la più celebre. Le cose più famose sono tendenzialmente lì. L'Hotel de Ville e i musei sono tendenzialmente lì. Qui, alla confluenza dei due fiumi, c'è appunto il Museo della Confluenza, che è molto bello. Quindi, come dire, la zona più turistica anche è questa. La zona però nord della penisola è quella di cui vi ho appena parlato, quindi la Croix-Rousse, con le botteghe artigiane e spesso anche gli artisti. La zona ovest è Via Lyon, questo è dove sono stati fatti i primi insediamenti anche romani. Trovate il teatro, trovate la basilica la cattedrale di Saint-Jean che ho citato prima, è tutta questa parte qua, e la collina di Fourvier, quella dove si trova la famosa basilica di Fourvier là sopra, da cui si vede praticamente quando io sono diverse volte là sopra, perché mi piace veramente tanto. Quando siete là sopra e c'è una bella giornata, voi guardate essenzialmente in direzione est, se è una bella giornata vedete la Val d'Aosta, perché vedevo veramente tutta la spianata, la valle, fino alle Alpi e basta orientarsi e capire quella è la Val d'Aosta, quella è la Svizzera, quella è il Piemonte. Quindi questa è Vieillon. Questa parte qua, questa parte est, è quella per certi versi più moderna e più si va in questa direzione, più diventa operaia la città, perché comincia, vediamo, da qua più o meno come altezza, da qua verso est e da qua verso sud comincia la parte più moderna, un po' più proletaria, per usare un termine desueto, che però ha un suo perché, perché poi in quella direzione troviamo anche una parte industriale moderna invece della città. Quindi le fabbriche moderne sono in quella direzione e verso sud. È da dire che poi uno può anche, come dire, dividere le zone di Lione in base anche ai gruppi che trova, perché le nazionalità presenti a Lione sono tantissime. Tantissime sono le nazionalità che vengono dalle ex colonie o ex protettorati, c'è una comunità algerina importantissima, ma anche dalle ex colonie e protettorati subsahariani, Camerun, Senegal, eccetera. E devo dire, soprattutto quelle subsahariane sono molto ben integrate. Non si riesce a dire, ok, qua finisce Lione e comincia il quartiere dei senegalesi, per dirla molto. No, tendenzialmente fa tutto abbastanza parte di Lione. Ed è vero soprattutto per le classi sociali, quelle un po' più basse, perché sono abbastanza mélangé, come dire, ecco. Se volete invece trovare esattamente l'opposto di questo, andate qui a Saint-Georges, che è il fulcro della borghesia cattolica conservatrice di Lione, dove c'è una chiesa che fa la messa in latino, dove sono sede vacantisti, che vuol dire che dal Concilio Vaticano II in poi disconoscono il Papa, perché dicono che la chiesa più o meno si è persa, il prete che fa la messa danno le spalle alla comunità, quindi se volete questo tipo di esperienza si va a Saint-Georges.
Se no, se tutto il resto dove cercare. Però St. George è bellissimo, in realtà. Sì. Allora, è una gastronomia. Allora, Lione, no, allora, Lione è famosa, vabbè, poi usciamo un attimo dal tema italiani, è famosa per il cuoco, che ha almeno due ristoranti a Lione. Si chiamano le locande, c'è una a nord e una a sud, sì, mi pare, non mi ricordo male. Ecco, mio personalissimo consiglio è di andare a Lione non tanto per cercare qualcosa di tipicamente francese, ma per vedere anche un po' come le diverse influenze culturali si sono unite tra loro. Perché a Lione puoi trovare una boulangerie, le boulangerie di Lione sono tra le migliori del mondo. Non mi pagano per dirlo, me lo dico volentieri, perché sono delle cose incredibili. A fianco a un ristorante turco, perché veramente Lione, come dicevo anche prima, ha assorbito tantissime influenze diverse, anche dal punto di vista gastronomico, e le ha assorbite. Se vogliamo parlare della cosa un po' più tipica, io penso che noi veneti ci troviamo veramente a casa lì, perché Lione è una città prealpina. E quindi se andate in un ristorante di Lione, tenuto da lionesi, dite sì, ma potevo essere anche a Conegliano, ma era troppo diverso, perché sono tantissimi insaccati, tantissimi formaggi, tanto pane, non è troppo diverso. È quello che dicevo all'inizio della conferenza. C'è una regione alpina europea che ha un suo perché culturalmente, ci sono dei legami. Quindi l'area che va da Lione, per carità, posso essere smentito, Lione, Montreux in Svizzera, Torino, fino a Belluno, poi passando per Innsbruck e con qualcosina di Slovenia, c'è una certa omogeneità culturale, anche dal punto di vista gastronomico, secondo me. Ecco, per parentesi, la cattedrale di San Giovanni, dove si è sposata Maria de' Medici con il Francia, è questa, che qui non si vede, ma qui a fianco c'è un piccolo vicolo, dietro al quale ci sono le fondamenta di cui parlavo prima, che sono addirittura protette perché parliamo di fondamenta c'è un battistero, penso del III secolo, e sono protette, c'è una parete di vetro che lo protegge perché è abbastanza delicato, però vale veramente la pena vederlo. E qui dentro c'è tra l'altro una targa a un certo punto, poco prima dell'altare sulla destra, una targa che commemora il matrimonio di Maria de' Medici e di Francia. Io quando l'ho vista la prima volta ho detto siamo veramente dappertutto noi italiani. E lì ho pensato, già che sto pensando a questa conferenza. Questo è invece San George, dove si fa la messa in latino e dove eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. I Kabul, tra l'altro, li ho citati prima, sono interessanti se qualcuno interessa la parte storica, anche perché prego. Sì, sì. Subito. Ah, e le gallerie? Trabul. Trabol. Piccola parentesi storica. Qua gli italiani c'entrano poco, ma lo diciamo lo stesso. Lione era anche la città di Jean Moulin nella guerra, che era uno dei leader della resistenza francese, che a Lione poi è stato anche arrestato e dove è morto, è stato ucciso. I Kabul erano l'incubo dei tedeschi perché la resistenza li usava tantissimo. Facevano le loro azioni e poi sparivano. Vi assicuro che se non avete qualcuno che vi guida, perdersi in questi qui è facilissimo. Perché veramente voi entrate in uno di questi e avete davanti tre edifici. Dove va adesso? Veramente. È bellissimo, però se dovete usarli per scappare o rincorrere qualcuno può essere complicato. Ecco, li ho messi non a caso perché poi il discorso di prima del mix delle culture, trovate i Kabul che sono una cosa tipica di Lione, poi però guardate il resto dell'edificio e vi sembra un edificio del nord Italia quasi per le finestre, per la forma degli archi, eccetera. Quindi è un altro elemento, motivo per cui l'ho inserito, un altro elemento che secondo me fa vedere, soprattutto con un sedile sia davanti,
l'insieme di culture che sono poi confluite a Lione, tra cui quelle italiane di cui parliamo appunto oggi. Chi avrebbe mai pensato che Lione e Belluno avessero qualcosa in comune? E invece, e invece. Tra l'altro, Lyon, il nome, ha poco o niente a che fare con il leone, anche se poi è usato il leone per una marea di eventi culturali come simbolo, no? Ma Lyon è come Lugdunum si è storpiato nei secoli, Lugdunum, Lyon, sì, si è chiamato questo. Come Londinos è diventato poi Londra, l'evoluzione di nuovo, ma quello era. Ecco, consigli pratici, visto che stiamo parlando di questo. Come andare a Lione? Se volete andarci, allora, vi do 4 possibilità. Escludendo a piedi in bici, perché magari qualcuno anche, in macchina ci si mette 8 ore con una bella pausa in mezzo, 8 ore di cui buona parte passate in coda al Frejus a aspettare di attraversare. C'è il servizio di Flixbus che parte da Mestre e arriva non in centro ma quasi a Lione. C'è il treno anche qui parlando di italiani a Lione, è il Frecciarossa che fa Venezia-Milano, Milano-Parigi, Milano-Torino, Lione-Parigi. I francesi di Lione che vanno a Parigi 9 volte su 10 prendono il Frecciarossa perché dicono è 50 volte più pulito, il personale è 50 volte più gentile, mi costa quasi uguale, vado col Frecciarossa. Quindi per la serie farsi riconoscere in senso positivo c'è questa. Quarta possibilità in aereo. Da Venezia ci sono i voli diretti per Lione, anche se li stanno un po' tagliando, quindi perché non c'è tantissimo mercato, cosa di cui mi accorgevo, perché è sempre più difficile da trovare. Però se avete tempo, il mio consiglio personale, andate via terra, perché vale la pena vedere, insomma, l'evoluzione del paesaggio quando si arriva lì. Poi se qualcuno ha bisogno di informazioni più precise, i miei contatti li ha l'Alliance Française, potete eventualmente chiedermi. Ripeto, non mi paga il comune di però, vedete, posto che una cosa è visitare, una cosa è andare in vacanza, una cosa è viverti in un posto. Una cosa che ti apprezzo veramente, veramente tanto è qualcuno che ti aiuta quando vai all'estero. Sia dal vivo che, come dire, indifferita, perché io ho preso vantaggio della reputazione degli italiani che gli italiani dei secoli prima avevano creato e quindi viene anche da essere riconoscenti. In questo senso poi è anche bello aiutare chi vuole andare a vedere e visitare. A mio parere ne vale la pena perché è veramente vicino, se ci pensiamo, sono 800 km ed è molto facile, soprattutto per chi è del nord Italia, a mio parere, andare e vedere una cosa nuova senza sentirsi troppo spaesati. Ecco, se uno va a Vignone, pensa di essere a Caserta. E lo dico nel senso migliore, perché veramente il paesaggio è italianissimo, perché è la Provenza del Sud. L'architettura